les renseignements dont vous aurez besoin vous seront automatiquement sélectionnés. Hé, regardez! Touchez simplement l'écran à l'endroit où apparaît l'icône appropriée. On va rentrer dans la porte. Bienvenue à Jurassic Park. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, King Kong? Les dinosaures et le cinéma, c'est une longue histoire. Quand les frères Lumière créent le cinématographe, ils en font d'abord un usage proche du documentaire. Ils filment des choses réelles, on pense notamment à la sortie d'une usine par exemple. Ces vues sont quand même mises en scène. Les films commencent quand la porte s'ouvre et la porte se ferme à la fin. On a relativement peu de regards caméra, alors que c'était les premières caméras, qu'elles étaient énormes et uniques dans le monde. Les Lumières filmaient donc un réel chorégraphié, relativement altéré mais assez peu travesti. On oppose souvent les frères Lumière, inventeurs du cinématographe et industriels, à un Méliès qui était un prestidigitateur et illusionniste. Lui aussi a commencé à filmer des scènes de la vie quotidienne, mais très vite il a l'idée de réaliser des fictions et de se servir de ce nouveau support pour réaliser des effets visuels assez impressionnants pour l'époque. Il est alors le plus grand utilisateur de trucage du début du cinéma. Il utilise notamment l'arrêt de caméra. Cette technique très simple consiste à réaliser 2 prises de vue fixes, mais toutes les deux avec des éléments différents. On colle alors les 2 bobines et cela crée un effet de disparition ou d'apparition instantanée. Cet effet est utilisé pour la première fois par Alfred Clark dans son métrage de 18 secondes, L'exécution de Marie, reine des Écossais, de 1895, lors de la scène de décapitation de ladite reine. Avec Méliès et ses trucages, le cinéma devient alors moins réaliste, plus fantaisiste, et ouvre la voie à plein de nouveaux passionnés d'écran. Parmi ces passionnés, nous avons Winsor McCay. Il s'agit d'un réalisateur de films d'animation et auteur de bandes dessinées. Ce n'est pas lui qui crée le premier dessin animé de l'histoire sur support argentique, celui-ci étant une création, en stop motion, de Stuart Blackton de 1906, se nommant Humorous Faces of Funny. Mais McCay est reconnu pour avoir grandement inspiré les grands noms de l'animation future, Osamu Tezuka, Disney et même Miyazaki. Son œuvre la plus connue, et qui nous intéresse, est Gertie le dinosaure, et elle date de 1914. Il s'agit du premier court-métrage d'animation avec ce qui ressemble à un scénario. Il mélange prise de vue réelle, qui constitue le début du film, et animation sur tout le reste. On y voit alors Gertie, une sorte de sauropode qui se fait dresser par McCay, hors de l'écran, interagissant avec le dinosaure par le biais des intertitres. Ce métrage fait donc de Gertie le premier dinosaure de l'histoire du cinéma, et il s'agit d'un sauropode, donc la même famille que le brachiosaure, qui est lui aussi le premier dinosaure que l'on voit dans Jurassic Park. Gertie possède une personnalité assez sympathique, similaire à celle d'un enfant, un peu anthropomorphisé, ce qui ouvre la voie à tellement d'autres films d'animation ayant un personnage principal non humain. Ici Gertie n'est pas méchant, il est dangereux de par sa force, qu'il doit apprendre à contrôler, et à interagir comme il se doit avec son environnement. Mais il n'est pas violent, on retrouve des dinosaures dans Fantasia chez Disney ensuite. Un autre grand film qui met en scène des dinosaures arrive dans les salles en 1925, et il s'agit du Monde perdu d'Harry Holt. Tiré du roman du même nom d'Arthur Conan Doyle, les dinosaures de ces films sont créés par Willis O'Brien, en usant de la technique du stop motion créé en 1908 par Emil Cole pour le film Les Allumettes. Le stop motion consiste à prendre des photos d'un objet, en l'occurrence les dinosaures, puis les bouger légèrement, reprendre une photo et réitérer le processus, afin qu'en mettant les photos les unes à la suite des autres, un mouvement se déroule. Pour ces dinosaures, il a même été jusqu'à créer un squelette mécanique et une vessie gonflable, pour simuler une respiration. C'est également lui qui s'est occupé du King Kong de 1933. Pour intégrer les dinosaures aux côtés des acteurs, Harry Hoyt utilise la technique du cache et contre-cache. Ce système permet de n'exposer qu'une partie de la pellicule en plaçant un cache devant l'objectif. On rembobinait par la suite le film pour filmer une nouvelle scène au même endroit, mais avec un contre-cache. Dans ce film, les dinosaures nous semblent plutôt violents. Comme de vrais animaux, ils se battent pour la nourriture, pour leur territoire. Ils sont un danger pour les héros, on le voit tout particulièrement dans la scène de fin où un brontosaure, cousin du brachiosaure, fait des ravages en ville, à l'inverse de Gertie, qui, dans son film, est violent, mais par naïveté. Celui de 1925 est un animal, et il réagit comme tel. Jurassic Park est une adaptation du roman du même nom de Michael Crichton, très ami avec Spielberg, qui est un grand fan de dinosaures et qui lui demandera d'adapter son nouveau roman au cinéma. Le film date de 1993, et à l'époque, les effets spéciaux ne sont pas encore très développés. Et faire des dinosaures en images de synthèse semble impossible. Spielberg les veut les plus réalistes possibles, sachant pertinemment que des effets qui ne seront pas à la hauteur ne rendront pas hommage au récit. Pour ce faire, il va alors avoir l'aide d'un paléontologue, de Jack Horner. Non, pas lui.
voilà, c'est mieux. La première idée de Spielberg est de demander à Bob Gere de créer des animatroniques de dinosaures comme le King Kong de 76. Stan Winston, à l'origine de l'animatronique de la reine alien, réalise un T-Rex de 6 mètres de haut et se fera embaucher grâce à ça. Pour les mouvements, l'idée est d'utiliser la go-motion, technique similaire à la stop-motion mais qui permet plus de fluidité. Et pour ce faire, rien de mieux que d'embaucher le créateur de la go-motion lui-même, Phil Tippett, qui a déjà travaillé sur Star Wars. Il disait à l'époque, le go-motion semble faux, mais tu sens que c'est réel. La synthèse, tu sens que c'est réel, mais tu sais que c'est faux. La production du film se lance alors KLM, la société d'effets spéciaux de George Lucas, ayant travaillé sur tous les films Star Wars, réalise une courte séquence dévoilant des squelettes de dinosaures qui courent. Spielberg est complètement subjugué par les faits et accepte de travailler avec eux. La légende raconte que Spielberg aurait vu la séquence en compagnie de Phil Tippett, qui lui aurait alors dit Que notre métier est fini. Ce à quoi Spielberg répond Vous voulez dire éteint? Il y a un parallèle à faire entre la création des dinosaures pour le film et pour le parc, intra- et extra-diégétique. Le but est dans les deux cas de créer des dinosaures les plus réalistes possibles. D'ailleurs, il y a dans le film une référence à Gertie, le court-métrage de 1914, dans la partie en dessin animé qui explique comment ils ont recréé les dinosaures. Il y a une idée de mise en abîme très forte dans ce film. Jurassic Park, le parc, et Jurassic Park, le film, se confondent souvent. On a parlé du parallèle fait au sujet de la création des dinosaures. Mais il en existe plein d'autres. Les goodies, qui sont les mêmes pour le parc comme pour le film, et surtout les personnages. Tous représentent un type de spectateur. On a bien sûr les enfants qui vont venir voir le film, les critiques, représentés par Ian Malcolm, les actionnaires sont représentés par l'avocat, comme dans le film. Globalement, Jurassic Park est une métaphore des blockbusters des années 90. Jurassic World le sera de même, mais pour les années 2010. Comme les éléments de ces films sont des métaphores, c'est aussi valable pour les dinosaures. Bien sûr, on pense d'abord au T-Rex et au Raptor, mais c'est beaucoup trop facile. Et puis le Brachiosaure, qui est donc notre sujet, n'est pas le plus mis en avant, mais reste pour moi l'un des plus intéressants pour comprendre la saga Jurassic Park. L'utilisation du Brachiosaure diffère selon les épisodes, mais elles ne sont pas toutes fondamentalement différentes, et permettent de développer toujours un propos du film. Déchiffrons alors les métaphores autour des Brachiosaures pour en apprendre plus sur la saga Jurassic Park. Normalement, pas besoin de résumer le film, mais je vais le faire en bon prince. L'histoire se centre sur Ellie Sattler et Alan Grant, deux paléontologues qui sont engagés par John Hammond, a.k.a. J'ai dépensé sans compter. J'ai dépensé sans compter. J'ai dépensé sans compter. J'ai dépensé sans compter. Il a créé un parc à thème sur les dinosaures et il veut leur avis. Ils vont alors le visiter avec Ian Malcolm, un mathématicien et star du rock, un avocat, et les deux petits-enfants d'Hammond. Évidemment, la visite ne se passera pas comme prévu, c'est le moins qu'on puisse dire. Les dinosaures vont s'échapper et mettre en danger tous les personnages. Mais la première scène qui m'intéresse en l'occurrence se déroule avant tout ce bordel. Tous les personnages arrivent dans le parc. Ils font la route en jeep et s'arrêtent pour voir ceci. C'est un dinosaure. La scène est vraiment iconique, et me donne des frissons à chaque fois que je la vois. Je me rappelle petit voir le film et avoir envie de voir des dinosaures en vrai. Le premier dinosaure que l'on voit est donc un brachiosaure, un sauropode comme l'est le diplodocus. Plus globalement et pour le reste de la vidéo, nous considérons tous les sauropodes pour l'analyse. C'est donc le premier dinosaure que l'on voit, nous et les visiteurs premium du parc, qui nous servent de support émotionnel. On commence d'abord par filmer leur réaction. C'est la fameuse Spielberg Face. Cette technique assez typique de la mise en scène du bon Steven consiste à filmer et s'appesantir surtout sur la réaction des personnages vis-à-vis d'une chose incroyable. Ça permet de faire monter la tension chez le spectateur. On se dit « Putain, mais ça doit être fantastique pour que les personnages aient cette réaction ». C'est dans le plan qui suit que l'on voit le brachio. On a d'abord la Jeep au premier plan, et dans le troisième, le dinosaure qui se déplace et qui occupe quasiment tout le fond de l'image. Et on ne voit même pas la base du cou du sauropode, ce qui nous fait supposer une taille titanesque. La caméra fait alors un panoramique vers le haut afin de dévoiler la tête. On dépasse alors la Jeep, le cou est tellement grand qu'on ne peut cadrer la tête avec elle. Les paléontologues sortent ensuite de la Jeep et se déplacent devant le brachio,
qui est toujours en arrière-plan, et coupé à la base de son cou. Ça nous permet de comparer les tailles. Il ne dépasse même pas les genoux du dinosaure, malgré l'effet de profondeur. Dans le plan large qui suit, nous voyons le brachio se mettre sur les pattes arrière. Il est à ce moment-là aussi grand que les arbres. Les personnages au premier plan sont minuscules en comparaison. L'image elle-même est découpée par de nombreuses lignes verticales qui la structurent et qui guident notre regard du bas vers le haut, ou du haut vers le bas. Quand le sauropode repose ses pattes avant sur le sol, sa masse est tellement importante qu'il fait trembler le sol, et donc la caméra. Comme si, nous spectateurs, étions dans la scène, ce qui va avec l'aspect mis en abîme du film. Avant cela, la caméra bouge légèrement comme le ferait une tête humaine. Le film se concentre ensuite sur les réactions diverses des personnages, avant de revenir sur un plan large, sur une plaine remplie de dinosaures, dont des brachios, au second plan, à moitié immergés, et qui malgré cela, font la taille des arbres derrière eux. On nous montre là les dinosaures dans un cadre naturel, presque poétique et romantique. Je n'en ai pas encore parlé, mais l'audio est très important dans la scène, que ce soit les cris du dinosaure ou le bruit qu'il fait en retombant sur ses pattes, qui renforce l'immersion et la présence du dinosaure dans la scène. Et surtout, c'est la première fois que retentit le thème de Jurassic Park, le débarquement en hélico étant une variation de celui-ci. Le thème commence à se faire entendre et retentit pleinement lors du plan large sur la plaine, ce qui fait du brachiosaure le premier symbole du parc, puisque c'est lui qui fait retentir le thème du film. Dans les faits, je sais bien que le symbole du parc, comme du film, c'est le T-Rex, mais je tiens à vous montrer qu'en termes de symbolisme, le brachio n'a pas grand chose à envier à notre ami, le tyrannosaure. Comme je l'ai dit plus haut, ce que je trouve le plus intéressant à analyser dans Jurassic Park, c'est les différentes mises en abîme et métaphores qu'il utilise. Là clairement, les réactions entre les paléontologues et les spectateurs sont très similaires. Le brachiosaure correspond à l'émerveillement que les paléontologues et nous avons pour le parc et les dinosaures. Ils ne sont pour l'instant montrés que d'une manière positive, on ne voit pas encore le problème que cela crée. Ça fabrique une véritable fascination pour les paléontologues qui se demandent comment Hammond a fait, et pour nous qui nous demandons comment Spielberg a réalisé ça. Et là encore une fois, les paléontologues, c'est nous, Hammond, c'est Spielberg, et le brachiosaure, c'est le film. La seconde apparition des brachiosaures dans le film se déroule après l'attaque du T-Rex, une scène de tension qui m'a bien terrorisé étant plus jeune. Le but de Spielberg était de montrer un aspect plus positif des dinosaures, après l'attaque du carnivore. Grant et les deux enfants se réfugient alors dans un arbre et sont à la hauteur des brachiosaures. La scène est très bucolique, filmée soit sous une nuit de pleine lune, soit au petit matin dans une forêt. La scène est très calme, avec des plans plus longs qui tranchent, avec les scènes très dynamiques que nous venons d'avoir. Le rythme est plus similaire à la première apparition des dinosaures. Les personnages les appellent ma puce, en VF, et les comparent à une grosse vache. Quelque chose de particulièrement inoffensif. Le sauropode reste impressionnant, on arrive à cadrer que la tête ou au maximum la tête et une partie du cou. La volonté encore une fois de nous émerveiller, on sent les brachios réels, touchables, et le fait que cette scène vienne après le T-Rex comme un réconfort me renforce dans cette idée que le brachiosaure, dans l'idée de Spielberg, représente l'émerveillement. C'est le parc, mais dans une version positive. Maintenant voyons comment ces dinosaures sont utilisés dans la suite, réalisés également par ce bon vieux Steve. Suite directe du premier, Ian Malcolm est commandé par John Hammond afin d'inspecter l'île de naissance des dinosaures, Isla Sorna, alors que l'action du premier film se déroulait à Isla Nublar. Malcolm accepte d'y aller pour en sortir sa petite amie scientifique. Mais InGen, la société de bio-ingénierie, dirigée par le neveu d'Hammond, veut récupérer les dinosaures pour en faire un parc à San Diego. Les héros vont donc essayer de les arrêter pour que cela n'arrive pas. Ici, la première scène d'émerveillement à la vue des dinosaures met en scène des stégosaures, et non des sauropodes. Je pense que le but était de montrer de nouveaux dinosaures au public. Les brachios sont quand même visibles dans quelques scènes du film, principalement lorsqu'InGen capture les dinosaures de l'île. On les voit remplir le fond du cadre de certaines scènes, qui comme dans le premier permet de montrer leur taille titanesque. On a même le droit à un plan très sympa d'une moto qui passe entre les jambes d'un sauropode. Ici, les brachios ne servent plus à l'émerveillement, ils sont presque un élément du décor. Le temps de l'émerveillement est passé au-delà de la scène des stégosaures. Toutes les scènes sont des scènes d'action, centrées sur les personnages et non plus sur les dinosaures. Malgré cela, il reprend beaucoup du premier, mais avec moins de brio, moins de grandiose. Une mise en abîme bien moins présente. D'ailleurs, il n'y a pas d'enfant dans le film à part la fille de Ian Malcolm. L'heure de l'émerveillement est passée, place au combat pour sauver ces animaux. Fini les grosses vaches, place aux cuirassés comme les stégosaures. La fin du film fait référence au monde perdu, cité plus haut dans son attaque de San Diego par le T-Rex, là où le film de 1925 c'était un sauropode justement. Le film arrive après 4 ans de pause pour Spielberg, qui venait d'enchaîner le premier Jurassic Park et la liste de Schindler. Après le monde perdu, il s'attellera à Amistad, histoire d'une mutinerie d'esclaves africains, puis Il faut sauver le soldat Ryan, deux films aux thématiques très lourdes. Je pense que ce n'était pas franchement la période de l'émerveillement pour Spielberg, ce qui expliquerait l'identité du film. Paradoxalement, un film qui a bien mieux compris l'intérêt des brachiosaures que le second, c'est bien le troisième opus. Bon, de là à dire que c'est un bon film, faut pas exagérer.
Le réalisateur n'est plus Spielberg, mais Joe Johnston. Les scénaristes sont différents, le compositeur n'est plus John Williams, alors qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Cependant, je ne retirerai pas à Johnston qu'il est un grand fan des 2 premiers films. Ça se voit dans sa mise en scène, même si elle n'arrive pas à la cheville de Spielberg. Le film nous raconte l'histoire de 2 parents divorcés, quand je disais qu'il avait compris l'esprit de Spielberg, qui embobinent Grant afin que celui-ci les accompagne sur Isla Sorna pour sauver leur fils coincé là-bas. Ils vont alors devoir survivre dans la jungle insulaire, peuplée de super prédateurs, notamment le Spinosaure qui tue le T-Rex au milieu du film. La scène des brachiosaures intervient après une scène de tension assez importante et plutôt bien foutue dans la volière avec les pteranodons, et avant une nouvelle scène d'attaque du Spinosaure assez terrifiante. La scène a exactement le même intérêt que dans la seconde scène des brachiosaures dans le premier film, c'est-à-dire soulager le spectateur après une grande scène de tension, lui permet de respirer et de nouveau de s'émerveiller. La scène est très calme, c'est un plan large, assez long, qui nous permet de les voir entièrement dans leur espace naturel. Leur présence est annoncée par le fait que la caméra s'intéresse de longues secondes à la réaction de béatitude de l'enfant et le thème de Jurassic Park qui monte. Puis nous avons un travelling vers le haut d'une dizaine de secondes qui nous montre petit à petit le corps gigantesque de ce dinosaure. Leur apparition est donc un melting pot de leurs 2 apparitions dans le premier film, à la fois iconique et apaisante, impressionnante et merveilleuse. Sorti en 2015, ce film se veut la suite directe du premier. Exit le 2 et le 3, Jurassic World s'impose comme la véritable continuité. Il est réalisé par Colin Trevorrow, qui n'a pas un très gros CV avant ce film. Il s'entoure d'une équipe de 3 autres co-scénaristes, parce que il y avait bien besoin de 4 cerveaux pour imaginer un tel scénario, et on a à la musique l'étoile montante des compositeurs, Giacchino, à qui l'on doit l'excellente BO de The Batman. Dans cette suite, le parc fonctionne finalement à merveille. Il y a des milliers de visiteurs par jour, il fait de très grands bénéfices, il se veut de plus en plus attractif et multiplie les effets et les circuits pour ce faire. Ils vont même jusqu'à créer des dinosaures de toutes pièces, tels que l'Indominus Rex. Cette créature va donc s'échapper et semer la pagaille dans le parc en tuant tout ce qui bouge. Nos héros, Owen Grady, le dresseur de raptors, et Claire, la superviseuse du parc, vont alors tout faire pour l'arrêter. Le film rend beaucoup hommage au cinéma de Spielberg et au premier opus de la saga en règle générale. Les enfants sont envoyés au parc car leurs parents divorcent, on a le même genre de Porsche que pour Jurassic Park, on retrouve les jeeps du premier, des scènes font directement référence, bref, il y a beaucoup de fanservice, pas toujours très bien utilisés. Je ne pense pas que ce soit le cas de l'utilisation des sauropodes dans ce film, au contraire, je pense qu'ils sont très significatifs. La première apparition d'un sauropode se fait au travers d'un hologramme. Je trouve ça très significatif pour l'idée de mise en abîme dont j'ai parlé plus haut. Jurassic Park est une métaphore des blockbusters des années 90. Jurassic World l'est pour les années 2010. Le parc est plus évolué, car les effets spéciaux le sont aussi, et on le montre non pas par une vidéo ou un dessin animé, comme dans le Jurassic Park, mais via un hologramme. On sait directement que la technologie a largement avancé. On est presque dans un monde futuriste dans Jurassic World. Ensuite, on voit des versions miniatures des brachiosaures dans une scène où des enfants grimpent sur leur dos. On a également la scène dans les gyrosphères qui nous montre la cohabitation entre guillemets, paisible entre d'autres guillemets, entre les humains et les dinosaures, contrairement à la scène qui suit, soit l'attaque de l'Indominus sur les enfants. Mais la principale scène des brachiosaures se situe à la moitié du film, quand après plusieurs scènes de tension, de toute façon il n'y a que ça dans le film, des scènes où ça tire dans tous les sens, on découvre un brachiosaure en train de vivre ses derniers instants. Et qui me ressemble étrangement quand je regarde ce film, c'est peut-être une métaphore, l'effet du film, de l'Indominus sur nous et sur les brachiosaures. Non, plus sérieusement, la scène est particulièrement intéressante pour mon sujet. Elle arrive après l'attaque de l'Indominus sur les enfants, donc une scène de tension. Les personnages Claire et Owen sont à la recherche et tombent sur un cimetière de brachios, que l'Indominus a tué pour le plaisir, c'est-à-dire sans les manger. Cette scène de barbarie nous est d'abord montrée par un long travelling qui suit Owen, avancé de la queue à la tête. La scène est longue, pesante, la musique se fait discrète, presque douce, on entend les mouches voler et de plus en plus la respiration faible du dinosaure. On voit aussi les nombreuses griffures que l'Indominus lui a infligées. C'est également, il me semble, le seul dinosaure en animatronique dans Jurassic World, ce qui n'est pas anodin. La scène rappelle bien sûr le Triceratops dans le premier opus, mais Trevorrow la réalise avec un brachiosaure. J'ai essayé de démontrer que ce dinosaure était dans la saga le symbole de l'émerveillement, le symbole du premier parc, du Jurassic Park originel. Si l'Indominus est une métaphore de Jurassic World, il montre la supériorité des effets spéciaux sur l'animatronique, mais il en dévoile aussi la dégénérescence, et le peu d'âme et d'émotion qui s'en dégage. L'Indominus tue l'émerveillement. Le but de ces créateurs dans le parc et dans le film était d'émerveiller les gens. Au final, ils n'auront fait que dégoûter le public de dinosaures. La musique devient alors le thème de Jurassic World, mais dans une version plus triste,
et nous dévoile dans un plan large le massacre des autres brachios, inversant la scène du premier opus où, du haut des arbres, des enfants admiraient de superbes créatures se tenant fièrement debout. L'émerveillement est mort dans Jurassic World, et peut-être qu'il ne reviendra jamais dans la saga. C'est sans doute ce que je lui reproche le plus. Le personnage qui nous représente, les vieux fans, que je mets entre guillemets car même si j'ai grandi avec, je ne suis pas de la génération Jurassic Park, c'est lui, un Gus qui se fait maltraiter durant tout le film. Mais souvent dans des scènes assez drôles, donc on le pardonne, même si elles sont en contradiction avec l'écriture du film. Il est habillé avec un t-shirt Jurassic Park, il a des figurines sur son plan de travail et arrête pas de dire que le premier parc était meilleur. Je parle de ce personnage car, vous l'aurez compris, la mise en abîme derrière ce type de spectateur qui représente un nouveau type vis-à-vis du premier opus, le type nostalgique. Et lorsqu'il quitte l'île, il emmène une seule de ses figurines, une figurine de Brachiosaure. Le, entre guillemets, vrai fan, le nostalgique, c'est ce qu'est Jurassic Park, et ce que représente le Brachiosaure, c'est-à-dire l'émerveillement. Et comme maintenant, l'ancien parc a gagné au travers du T-Rex, avec l'alliance du nouveau parc au travers de Blue, l'un des Vélociraptors, peut-être allons-nous de nouveau avoir le droit à l'émerveillement. Jurassic World Fallen Kingdom tranche avec le reste de la saga. C'est la première fois qu'une infime partie de l'histoire se déroule sur l'île. On est quelques années après le fiasco Jurassic World, Claire est devenue une activiste pro-dinosaure qui se fait approcher par Benjamin Lockwood, un ami de feu John Hammond, richissime et qui l'a aidé à créer les dinosaures. Il souhaite sauver les dinosaures de l'île dont le volcan est sur le point de rentrer en éruption et de raser toute la surface, créant une nouvelle extinction des dinosaures. Une équipe est alors dépêchée pour les sauver et les emmener sur une autre île. Claire part avec Owen afin de rechercher le dernier raptor Blue. Ils se feront alors trahir par les mercenaires sur place, qui emmènent en réalité les dinosaures au manoir Lockwood sous les ordres d'Ellie, l'associée de Lockwood, qui fait tout ça dans son dos. Le but est alors de vendre et de créer de nouveaux hybrides, créant de véritables tueurs. A lieu alors une vente aux enchères que nos héros vont tenter d'arrêter, alors que la nouvelle idée géniale du scientifique Wu... Who are you? You. No, not me, you. Yes, I am you. Just answer the damn questions. Who are you? I have told you. Are you deaf? No, you is blind. I'm not blind, you blind. That is what I just said. You just said what? I did not say what. I said you. That's what I'm asking you. And you is answering. Shut up! à savoir un Lindoraptor, s'échappe et agit comme un tueur en série. Le film est, je pense, encore plus mal écrit que le premier, ce qui est un exploit en soi. Par contre, on a à la réalisation Juan Antonio Bayona, qui a une vraie patte et qui agit d'une main de maître sur cet opus. Il emprunte énormément aux films d'horreur gothique, aux mythes associés à l'enfance, ce qui n'a rien d'étonnant au vu des thématiques de ses précédents films. C'est quelqu'un qui aime iconiser les monstres et les catastrophes naturelles. Il a la tête remplie de cet imaginaire. Avec un travail sur l'obscurité et la lumière, on le voit dès la scène d'introduction, où l'on ne voit pas le mosasaure à cause du trop de lumière que produit la capsule aquatique, et où on ne voit pas le T-Rex, ou du moins partiellement, lorsque les éclairs traversent le ciel. Sans parler du cadrage, l'utilisation de la règle des tiers. C'est un très très beau film. Je pourrais en parler plus longuement, mais concentrons-nous sur le brachiosaure. Quand les protagonistes arrivent sur l'île, le premier dinosaure qu'ils voient est, je vous le donne dans le mille, un brachiosaure. La scène est très belle et prend son temps avant que l'action soit bien plus nerveuse. Les personnages dans un blindé entendent le sol trembler, sort alors la paléo-vétérinaire, suivi du reste de l'équipe, qui voit la majestueuse créature. Claire dira même, elle est belle, comme les protagonistes du premier Jurassic Park à propos de la Tricée. On voit d'abord un pied se poser lourdement au sol, on se focalise sur les réactions des personnages avant de la voir en entier dans un plan large, en train de manger. La musique de Jurassic Park se lance, puis elle repart en plan large, tranquillement, avant que la musique d'action se relance avec des gros véhicules et des pistolets. La scène est une vraie scène d'émerveillement, comme l'utilisation fait dans le premier film. C'est un très bel hommage. Les autres scènes où l'on voit des sauropodes dans ce film sont dans la débandade, quand l'île est sur le point d'être recouverte par la lave et bombardée de roches volcaniques. Comme tous les dinosaures, ils sont de potentiels dangers pour nos personnages à ce moment-là. Par leur taille, ils permettent de structurer l'image et de rendre l'action encore plus impressionnante. Mais la scène qui m'a donné envie de faire cette vidéo est la suivante. Les héros ont réussi à monter à bord du bateau des mercenaires de façon incognito. L'île est en train de partir en fumée, et tout à coup... Non, je pleure pas. C'est toi qui pleures.
Bon, je vais quand même essayer de la décortiquer. Une musique douce, presque étouffée, monte en même temps que l'on entend un bruit plaintif. La caméra, comme les têtes des personnages, se tourne vers l'île horrifiée. On voit un brachiosaure s'avancer sur la berge, rattrapé par la fumée des cendres brûlantes qui hurle vers le bateau et qui disparaît dans la fumée, dans une fumée de cendres. Avant ça, il se met sur ses pattes arrière, comme dans la première scène du tout premier film. La lumière en fond rappelle la couleur de l'ambre dans laquelle sont enfermés les moustiques qui servent à récupérer l'ADN des dinosaures. La porte du bateau se ferme, la lumière s'éteint sur le visage des personnages. Le clap de fin d'Isla Nublar est définitif. Plus jamais nous ne reverrons l'île. Et une page se tourne. Nous ne reverrons plus des sauropodes qu'à la fin du film, lorsque les dinosaures, sur le point de mourir, seront libérés par Maisie. La gamine du film qui se sent proche des dinosaures car elle aussi est un clone. Non, vraiment dire ça à haute voix, je trouve ça toujours aussi con. Bon, bref. Bref, les dinosaures dont les sauropodes s'échappent et comme dirait l'autre, la vie trouve toujours un chemin. C'est peut-être l'épisode de la saga qui me plaît le moins. Je le trouve fouillis, multipliant les personnages, mais les exploitant très mal. Les péripéties ne sont même pas tellement palpitantes et assez convenues, là où l'épisode d'avant changeait cela. Et il est aussi l'un des plus mal écrits de la saga, bref, je n'y vois pas grand intérêt. Dans ce film, Claire et Owen protègent Maisie, qui est donc un clone, et donc recherché par des sociétés qui voudraient l'étudier. Ils vont alors partir à sa recherche chez Biosyn, une entreprise de biotechnologie. En parallèle, Alan Grant, Ellie Sattler et Ian Malcolm essaient de trouver des preuves qui démontreraient que Biosyn est responsable des sauterelles géants, qui s'attaquent à l'agriculture et qui risquent d'entraîner une immense famine. Je précise également qu'il y a une version longue du film, et je vais la prendre en compte car elle rajoute une scène avec des sauropodes au début. Les dinosaures sont dorénavant en liberté, et le premier que nous voyons est un apatosaure, ouais. C'est un sauropode donc ça compte. Du coup, la scène de début du film se déroule à l'époque du Jurassique supérieur, puisqu'il y a un apatosaure. Ah non, il y a un Quetzalcoatlus, donc c'est au Crétacé. Bon, ça commence pas super bien tout ça. Bref, concentrons-nous sur les sauropodes présentés d'abord comme un élément du décor avant qu'ils ne se mettent en mouvement. Dévoilons dans un panoramique d'autres apatosaures qui prennent beaucoup d'espace dans le cadre et qui vivent paisiblement leur vie. Ils ouvrent la marche vers cette intro censée se passer il y a 65 millions d'années, comme dans le premier film où ils nous invitaient à entrer dans ce parc et quelque part à revenir dans le temps. Dans la version du film sorti au cinéma, le premier dinosaure que l'on voit est toujours un apatosaure. C'est une très belle scène où la jeune fille sort d'un magasin et tombe sur cet apatosaure. Un panoramique nous dévoile d'abord la queue du dinosaure jusqu'à sa tête. Il remplit alors tout le cadre. Pareil pour le prochain plan où il apparaît, et une musique toute douce accompagne le départ du dinosaure. Cette scène adorable montre qu'une cohabitation entre humains et dinosaures est possible. C'est une des seules scènes d'émerveillement de ce film. Pour le reste, ce serait la bagarre. Le second sauropode à apparaître est un dreadnought. Bref ça, il apparaît quand Ellie et Alan sont dans un hélicoptère qui les conduit à Biosyn. La scène rappelle un peu la première scène avec le brachiosaure dans le premier. Mais le dinosaure, bien qu'emplissant entièrement le cadre, n'est pas aussi mis en valeur que dans le film de 93, me semble être plutôt un mauvais fanservice qu'autre chose. On voit ces mêmes dinosaures quand ils se regroupent vers le centre de Biosyn, mais là, comme dans la scène similaire à Jurassic World 2, ils font juste partie du décor et ne structurent même pas tant que ça l'image, à cause d'une prise de vue très éloignée. Ensuite, on le voit quand les protagonistes essaient de s'échapper, le film montre leur taille impressionnante en les faisant prendre toute la place du troisième plan. Je ne vois pas tellement d'intérêt à cette scène, mais disons que, comme dans le plan qui suit l'évacuation des personnages principaux, celui avec des sauropodes à moitié immergés, le but est de nous dire que la nature trouve toujours un chemin, comme les oiseaux à la fin de Jurassic Park. Le dernier que l'on voit est parmi les derniers plans. Son apparition ne dure pas très longtemps et il se met sur ses deux pattes arrière, comme la première fois où l'on voit le brachiosaure dans la saga. Mais là, vous l'aurez peut-être constaté, il est assez difficile d'analyser l'utilisation des dinosaures dans ce film, déjà parce qu'elle est immodérée et pas très réfléchie à mon sens, le but étant seulement de faire des scènes d'action cool qui t'accrochent à ton siège, ce qui honnêtement ne fonctionne pas des masses. Évidemment, les films restent des mises en abîme du cinéma de leur temps, les Jurassic Park, une métaphore des blockbusters des années 90, et les Jurassic World des années 2010. Mais si dans le titre je dis qu'ils sont semblables à ceux des années 80, c'est parce que les blockbusters de ces années-là sont nommés blockbusters Reagan, un président républicain, soit de droite, et de droite aux États-Unis, donc bien de droite. Ces blockbusters se définissent comme tels.
Il perpétue directement ou non les valeurs défendues publiquement par ce président. Son héros est un personnage hostile au monde urbain, seul ou traumatisé, inaccessible à la modernité pour lui préférer des valeurs plus traditionnelles, telles que la virilité masculine, allergique au sournois déchirement bureaucratique de l'administration, mais amené à défendre l'Amérique face aux périls extérieurs que l'armée ou la police, empêtrée par la paperasserie et les obscurs concepts juridiques, peinent à conjurer. D'après le site Plan américain. C'est les Rambo, les Rocky, les Predators, des films avec des héros tous des hommes blancs qui règlent tout par la bagarre et le pampan. Attention, j'aime beaucoup tous ces films, mais ils n'ont rien à voir avec Jurassic Park qui met en scène des paléontologues, des mathématiciens, des généticiens. Dans Jurassic World, on a des flingues et on règle les soucis comme ça. On fuit, mais avant on vide son barillet. Évidemment, dans ce genre de film, il n'y a pas de place pour l'émerveillement, car passer du temps dessus, c'est en passer moins sur l'action. Et on nous les vend comme des films d'action. De l'action, il y en avait dans le premier opus, et encore plus dans le second, et Spielberg enrobait tout cela dans une forme de poésie et de fascination pour le savoir. Je ne dirais pas que Trevorrow ou Bayona n'ont pas compris ce qu'était l'esprit de Jurassic Park. Après tout, le film est assez complexe pour avoir de très nombreuses lectures, et par bien des aspects, ils ont utilisé les sauropodes de la même manière que dans les premiers opus de la saga, comme source d'émerveillement. Le second s'en sert comme simple élément de décor pour un plan assez cool, le 3 comme le premier pour apaiser et émerveiller le spectateur, Jurassic World pour jouer sur notre corps nostalgique, et pour nous faire ressentir quelque chose en les voyant paître tranquillement ou tuer sauvagement, Fallen Kingdom s'en sert comme métaphore du parc pour nous en faire ressentir la disparition, et dans Dominion, bah c'est des dinosaures comme les autres, avec un peu de fanservice. Tous les films de la saga ne sont pas bons, loin de là, et le premier opus sera pour moi à jamais indépassable. Mais la plupart sont intéressants pour ce qu'ils ont compris du premier opus justement. Espérons qu'à l'avenir, la saga retienne ses balles et ses dents, pour nous faire ressentir de l'émerveillement. Bienvenue à Jurassic Park.